Ma belle-fille m'a banni de Noël et mon fils était d'accord. Comment j'ai donné la parfaite revanche sans rien changer. Le caméraman a filmé mon fils souriant devant ce qu'il croyait être mon cadavre. Ce sourire, ce maudit sourire de soulagement quand il a cru que j'étais enfin morte. 27 millions de Français l'ont vu ce soir-là sur France 2, ce sourire qui a détruit sa vie en 3 secondes. Mais je n'étais pas morte. J'étais juste allongée sur mon lit provençal, les yeux fermés, le cœur battant, écoutant ma belle-fille chuchoter à mon fils, enfin. On va pouvoir vendre cette baraque. Vous voulez savoir comment je suis arrivée là? Comment une grand-mère de 70 ans a orchestré la chute médiatique du siècle? Laissez-moi vous raconter. Parce que cette histoire, elle ne commence pas ce jour-là. Elle commence 3 ans plus tôt, dans cette même maison de Provence que ma belle-fille convoitait déjà. J'avais toujours été la mère parfaite. Du moins, c'est ce que je croyais. 50 ans de mariage avec Henri, mon défunt mari. 2 enfants élevés dans l'amour et le sacrifice. Cette bastide en pierre à flanc de colline, avec vue sur les lavandes et les cyprès, c'était notre œuvre à tous les deux. Henri était architecte. Moi, j'étais celle qui transformait ses rêves en foyer. Chaque pierre posée, chaque rosier planté, chaque persienne repeinte. 45 ans à construire ce lieu magique où nos enfants ont grandi, où nos petits-enfants devaient grandir aussi. Mais mes petits-enfants. Je ne les ai jamais vus grandir. Parce que Sylvie, ma belle-fille, cette femme que j'avais accueillie comme ma propre fille quand Maxime me l'a présentée il y a 12 ans, elle avait d'autres projets. Et mon fils. Mon Maxime. Mon petit garçon qui collectionnait les cailloux et construisait des cabanes. Il était devenu l'homme qui hochait la tête pendant que sa femme orchestrait mon isolation progressive. Un acquiescement silencieux à chaque décision qui m'éloignait un peu plus de ma propre vie. La première fois que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, c'était il y a 3 ans, lors d'un déjeuner dominical. Sylvie avait insisté pour qu'on mange dans le jardin malgré le mistral qui soufflait. J'avais froid, je l'ai dit. Elle a souri de ce sourire que je connais maintenant par cœur, ce sourire qui ne monte jamais jusqu'aux yeux, et elle a répondu, « Françoise, à votre âge, il faut s'endurcir, pas se plaindre sans arrêt. » Mon fils a baissé les yeux vers son assiette. Les enfants, Léa et Thomas, mes petits-enfants de 8 et 6 ans à l'époque, mangeaient en silence. Ils avaient déjà appris à ne pas contredire leur mère. J'aurais dû réagir ce jour-là. Mais j'étais veuve depuis seulement 6 mois. Henri me manquait tellement que j'aurais accepté n'importe quoi pour ne pas perdre aussi mon fils. Alors j'ai enduré le froid. J'ai souri. J'ai dit que Sylvie avait raison, qu'il fallait que je sois moins douillette. Et pendant que je disais ça, elle a échangé un regard avec Maxime. Un regard que je n'ai compris que bien plus tard. Un regard qui disait, tu vois? Elle est manipulable. Les semaines suivantes, les visites se sont espacées. D'abord, c'était tous les dimanches. Puis 2 fois par mois. Puis 1 fois. À chaque fois que j'appelais, Sylvie répondait que les enfants avaient des activités, que Maxime travaillait trop, qu'il était débordé. Je comprenais. Du moins, je faisais semblant de comprendre. Parce que dans ma poitrine, quelque chose se serrait un peu plus chaque jour. Cette maison qui avait résonné de rire et de vie pendant 45 ans devenait un mausolée de silence. Mes amis du village remarquaient le changement. Geneviève, ma voisine depuis 30 ans, me demandait souvent, « Alors, Françoise, quand est-ce qu'on voit tes petits-enfants » Je mentais. Je disais qu'ils viendraient bientôt, que c'était compliqué avec l'école, avec les activités. Mais Geneviève n'était pas dupe. Elle me regardait avec cette pitié que je détestais déjà, cette pitié que je verrais dans tant de regards plus tard. Un jour d'octobre, il y a 2 ans et demi, Sylvie est venue seule. Sans Maxime, sans les enfants. Elle portait son tailleur noir, celui qu'elle mettait pour les rendez-vous importants. Je lui ai préparé du thé à la bergamote, celui qu'elle aimait autrefois. Elle l'a à peine touché. Elle s'est assise en face de moi, dans le salon que j'avais décoré avec tant d'amour, et elle a sorti une liasse de papier de son sac Hermès. « Françoise, il faut qu'on parle de votre situation. » Votre situation. Comme si j'étais un problème à résoudre. Pas sa belle-mère. Pas la grand-mère de ses enfants. Une situation. Elle a étalé les papiers sur la table basse en verre. Des documents de notaire. Des formulaires administratifs.
Des évaluations immobilières. J'ai reconnu des photos de ma maison. Des photos prises depuis la route, depuis le jardin. Sans ma permission. Quand avait-elle fait ça? Elle parlait vite, avec des mots compliqués. Procuration. Gestion patrimoniale. Optimisation fiscale. Viabilité à long terme. Je ne comprenais pas tout, mais je comprenais l'essentiel, elle voulait que je lui donne le contrôle de mes finances. Pour me protéger, disait-elle. Pour m'éviter du stress à mon âge. J'ai refusé. Poliment, mais fermement. J'ai dit que j'étais encore capable de gérer mes affaires, que Henri m'avait tout appris, que j'avais toute ma tête. Son visage s'est durci. Elle a rangé les papiers avec des gestes saccadés. Très bien, Françoise. On verra combien de temps vous tiendrez seule dans cette grande maison. Et elle est partie sans finir son thé. Sans un au revoir. En claquant la porte si fort que le cadre photo d'Henri sur la console a tremblé. Ce soir-là, Maxime m'a appelé. Pas pour prendre de mes nouvelles. Pour me faire la leçon. Sa voix était froide, mécanique, comme s'il récitait un texte appris. Maman, Sylvie essaie juste de t'aider. Pourquoi tu es toujours si difficile? Tu ne te rends pas compte de la charge que tu représentes pour nous. Nous. Pas moi. Nous. Comme s'il était une entité unique et que j'étais l'ennemi commune. J'ai essayé de me défendre, de lui expliquer que je n'avais besoin de personne pour gérer ma vie. Il a soupiré. Ce soupir. Ce soupir d'exaspération que j'entendrai tant de fois par la suite. Ce soupir qui dit, tu es vieille, tu ne comprends plus rien, laisse les adultes décider. J'ai raccroché avec les mains tremblantes. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, j'ai pleuré. Pas de ces larmes douces de tristesse, mais de ces sanglots violents de trahison. Mon fils. Mon propre fils. Comment avait-il pu? À quel moment avait-il cessé de m'aimer? Ou peut-être ne m'avait-il jamais vraiment aimé? Peut-être n'avais-je été qu'un moyen d'arriver à ses fins, comme cette maison n'était qu'un bien immobilier à saisir. Les mois suivants ont été une descente aux enfers méthodique. Il ne venait plus du tout. Même pas pour Noël. Sylvie avait envoyé un message sec, on fête en famille cette année. En famille. Sans moi. J'avais décoré le sapin quand même. Acheté des cadeaux pour Léa et Thomas. Préparé 13 desserts provençaux comme chaque année. Et j'avais passé Noël seul, dans cette maison trop grande, à regarder les bougies se consumer, à écouter les santons me reprocher ma solitude. Geneviève m'avait invité. J'avais refusé par fierté. Cette fierté stupide qui m'empêchait d'admettre que ma famille m'avait abandonné. Je portais encore le masque de la grand-mère heureuse, celle dont les petits-enfants sont toujours occupés mais qui les voient régulièrement. Mensonge. Tout était mensonge. Ma vie n'était plus qu'une façade. En janvier, le notaire de la famille, Maître Durand, m'a convoqué. Urgence, avait dit sa secrétaire. Je suis arrivée dans son étude du centre-ville d'Aix-en-Provence avec la peur au ventre. Il était mal à l'aise, évitant mon regard. Madame Moreau, je dois vous informer qu'une demande de mise sous tutelle a été déposée vous concernant. J'ai cru défaillir. Une mise sous tutelle. Comme si j'étais incapable. Comme si j'étais folle. Qui a fait ça? Mais je connaissais déjà la réponse. Votre fils et votre belle-fille. Ils prétendent que vous n'êtes plus en mesure de gérer vos biens, que vous montrez des signes de sénilité. Sénilité. Moi. Qui lisais encore 3 livres par mois. Qui faisais mes comptes au centime près. Qui jardinait, cuisinait, entretenait seul cette propriété de 400 mètres carrés. Sénile. C'était leur stratégie. Me faire passer pour folle pour me voler ma maison. Maître Durand m'a rassuré. La procédure prendrait du temps. Une expertise médicale serait nécessaire. Je pouvais me défendre. Mais ses yeux disaient autre chose. Ses yeux disaient, vous êtes seul contre eux. Vous n'avez aucune chance. Je suis rentrée chez moi dans un brouillard. J'ai marché dans le jardin où Henri et moi avions planté chaque arbre, taillé chaque haie. Les oliviers que nous avions reçus en cadeau de mariage.
Le figuier sous lequel les enfants jouaient. La roseraie que j'arrosais chaque soir. Tout ça, il voulait me le prendre. Il voulait m'arracher ma vie, mes souvenirs, mon identité. Et pourquoi? De l'argent. Cette maison valait environ 700 000 € selon leurs évaluations. 700 000 € pour lesquels ils étaient prêts à détruire leur mère. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repensé à toutes ces années. À tous ces sacrifices. Henri qui travaillait tard, moi qui élevais seul les enfants. Les nuits blanches quand Maxime était malade. Les devoirs, les goûters d'anniversaire, les costumes de carnaval cousus main. Les vacances où nous comptions chaque centime pour leur offrir la mer. Les études payées. L'appartement qu'on leur avait aidé à acheter quand ils s'étaient mariés. 50 000 € sortis de nos économies. Pour ça, pour qu'ils me poignardent dans le dos. Au petit matin, j'ai pris une décision. Je n'allais pas me laisser faire. Je n'allais pas finir mes jours dans un EHPAD sordide pendant qu'ils vendaient ma maison pour s'acheter une villa avec piscine. J'allais me battre. Mais pas avec leurs armes. Pas avec des avocats et des procédures qui me ruineraient. Non. J'allais utiliser quelque chose de plus puissant. La vérité. Et la honte. Parce que j'avais un secret. Un secret que Henri m'avait révélé sur son lit de mort. Un secret qui changeait tout. Sylvie n'était pas celle qu'elle prétendait être. Elle n'était pas juste une femme ambitieuse qui avait épousé mon fils pour son argent. Non. C'était bien pire que ça. Et ce secret, j'allais l'utiliser. Au moment parfait. De la manière la plus dévastatrice possible. Mais d'abord, je devais survivre. Je devais jouer leur jeu. Faire semblant d'être la vieille dame fragile qu'ils voulaient que je sois. Leur laisser croire qu'ils gagnaient. Parce que dans l'ombre, j'allais préparer ma revanche. Une revanche si parfaite, si implacable, qu'ils ne s'en remettraient jamais. Février est arrivé avec son Mistral glacial et ses amandiers en fleurs. Un contraste brutal entre la beauté du dehors et la tempête du dedans. J'avais commencé à tenir un journal. Pas un journal intime de vieille dame, non. Un journal de guerre. J'y notais chaque interaction, chaque mensonge, chaque manipulation. Date, heure, témoin potentiel. Je photographiais aussi. Chaque document qu'il m'apportait à signer, je le photographiais avant et après. Avec mon téléphone qu'il croyait que je maîtrisais à peine. La vérité, c'est que j'étais bien plus technologique qu'il ne le pensait. Henri me l'avait appris dans les dernières années de sa vie. Il savait qu'il allait partir. Il voulait que je sois autonome, préparée. Alors il m'avait montré comment utiliser l'ordinateur, le scanner, les applications bancaires. Comment créer des sauvegardes sur des clés USB. Comment envoyer des emails cryptés. Mon mari, cet homme brillant, m'avait équipé sans le savoir pour cette guerre qui viendrait après sa mort. Sylvie est revenue en mars. Toujours seule. Toujours avec ses papiers. Cette fois, elle avait changé de tactique. Elle était douce, compréhensive. Françoise, je sais que vous ne me faites pas confiance. Je le comprends. Mais pensez à Maxime, pensez à vos petits-enfants. Voulez-vous vraiment qu'ils se souviennent de leur grand-mère comme quelqu'un de difficile, de borné? Elle jouait sur la culpabilité. Sur ma peur d'être oubliée. Et pendant qu'elle parlait avec sa voix de miel empoisonné, j'enregistrais. Mon téléphone dans la poche de mon gilet. L'application d'enregistrement activée. J'ai signé ce qu'elle voulait ce jour-là. Une procuration limitée, disait-elle. Juste pour m'aider avec les factures, les impôts. Je voyais son soulagement. Son sourire victorieux qu'elle essayait de cacher. Elle est partie en m'embrassant sur les 2 joues, en me promettant qu'on se verrait plus souvent maintenant. Menteuse. Je savais qu'elle ne reviendrait que quand elle aurait besoin d'autre chose. Et j'avais raison. Avril, mai, juin sont passés sans visite. Mais les lettres s'accumulaient. Des lettres que je n'aurais jamais dû recevoir. Des relevés bancaires pour des comptes que je n'avais pas ouverts. Des factures pour des travaux que je n'avais pas commandés. Ils utilisaient ma procuration pour bien plus que ce qu'elle permettait. Ils volaient. Méthodiquement. Élégamment. Mais ils volaient quand même.
J'ai contacté ma banque. La conseillère, une jeune femme nommée Amélie, était compatissante mais impuissante. Madame Moreau, votre fils a tous les documents nécessaires. La procuration est légale. Je ne peux rien faire. Mais elle a baissé la voix et ajouté, si j'étais vous, je consulterais un avocat spécialisé en droit des personnes vulnérables. Le mot m'a frappé. Vulnérable. C'était donc ça que j'étais devenue dans leur système. Une personne vulnérable à protéger. Ou à dépouiller. J'ai suivi son conseil. Maître Fontaine, une avocate dans la cinquantaine, spécialisée dans les affaires d'abus sur personnes âgées. Son cabinet sentait le café et les vieux dossiers. Elle m'a écouté pendant 2 heures. Elle a examiné tous mes documents. Et puis elle a levé les yeux vers moi avec une expression grave. Madame Moreau, vous êtes victime d'un abus de faiblesse caractérisé. Votre fils et votre belle-fille ont détourné environ 80 000 € de vos comptes en 6 mois. Mais il y a pire. Ils ont également falsifié votre signature sur des documents de vente. Mon cœur s'est arrêté. Des documents de vente. Ma maison. Ils préparaient déjà la vente de ma maison. Maître Fontaine a sorti d'autres papiers. Ils ont contacté 3 agences immobilières. Ils ont fait évaluer la propriété. Ils ont même rencontré des acheteurs potentiels. Tout ça pendant que vous étiez encore vivante, encore propriétaire légale. C'est de l'escroquerie pure et simple. Je pouvais porter plainte. Je pouvais les traîner en justice. Mais Maître Fontaine m'a mise en garde. Ce sera long, coûteux, et médiatiquement terrible pour vous. Votre fils plaidera qu'il agissait dans votre intérêt. Votre belle-fille dira qu'elle vous protégeait. Le tribunal demandera une expertise psychiatrique. On fouillera votre vie. Êtes-vous prête pour ça? Non. Je n'étais pas prête pour une bataille judiciaire qui durerait des années et me ruinerait autant financièrement qu'émotionnellement. Je voulais quelque chose de plus rapide. De plus définitif. De plus, juste. Alors je suis rentrée chez moi sans porter plainte. Mais avec un plan qui commençait à germer dans mon esprit. Si j'avais appris quelque chose dans ma vie, c'était ceci, l'opinion publique est plus puissante que n'importe quel juge. Les gens peuvent survivre à un procès. Mais personne ne survit à l'humiliation nationale. Et j'avais exactement ce qu'il fallait pour les humilier. Il me suffisait de trouver la bonne plateforme. Le hasard fait bien les choses. Ou peut-être n'était-ce pas le hasard. En juillet, pendant le marché du village, j'ai rencontré une femme qui me connaissait. Sophie Mercier. Elle était journaliste pour France 2, spécialisée dans les reportages d'investigation sur les arnaques aux personnes âgées. Elle faisait des courses pour sa mère qui habitait le village voisin. Nous avons discuté. Je ne lui ai rien dit ce jour-là. Mais j'ai pris sa carte. Et j'ai commencé à réfléchir. L'été s'est écoulé dans une chaleur écrasante. Août en Provence, c'est l'enfer ou le paradis selon les jours. Pour moi, c'était l'enfer. Mes petits-enfants étaient sûrement en vacances quelque part, mais je ne savais pas où. Je n'avais plus de nouvelles. Plus d'appels. Plus de messages. Même pas une carte postale. J'étais morte pour eux. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Septembre a ramené la fraîcheur et une clarté nouvelle dans mon esprit. J'ai appelé Sophie Mercier. Nous nous sommes rencontrés dans un café discret d'Aix. Je lui ai tout raconté. Tout. Les documents falsifiés, les détournements d'argent, l'isolation sociale, la tentative de mise sous tutelle. Elle prenait des notes frénétiquement. Et puis, comme un dessert après un repas copieux, je lui ai servi le secret. Le secret qui changerait tout. Sophie a posé son stylo. Elle me regardait avec des yeux ronds. Vous en êtes sûr? Absolument sûr? Oui. Henri me l'avait dit. Il avait les preuves. Un test ADN effectué il y a 15 ans, après des soupçons. Un détective privé qui avait confirmé. Sylvie, ma belle-fille, cette femme qui me volait, était en réalité ma demi-sœur. La fille illégitime qu'Henri avait eue avec sa secrétaire 42 ans plus tôt. Une liaison brève, cachée, dont j'avais tout ignoré jusqu'à ce qu'Henri me le révèle sur son lit de mort.
Pour se libérer, pour mourir en paix. Mais il y avait plus. Sylvie le savait. Elle avait toujours su. C'était pour ça qu'elle avait séduit Maxime. Pas par amour. Par vengeance. Elle voulait ce qu'elle considérait comme son dû. L'héritage qu'elle n'avait jamais eu. Elle avait épousé son demi-frère sans lui dire. Elle avait eu des enfants avec lui. Des enfants qui étaient le fruit d'un inceste indirect. Et maintenant, elle préparait le vol final, ma maison, mes biens, tout ce que Henri et moi avions construit. Sophie était pâle. C'est énorme. Si on sort ça, ça va être une bombe médiatique. Exactement. C'est exactement ce que je veux. Mais j'ai posé mes conditions. Je voulais que ce soit en direct. Je voulais les prendre en flagrant délit. Et surtout, je voulais qu'ils croient que j'étais morte quand ils célébreraient. Sophie a réfléchi longuement. Et puis elle a souri. Un sourire de chasseresse qui a trouvé sa proie. Je connais exactement comment faire. Mais ça va demander de la préparation. De la patience. Et beaucoup de courage de votre part. Jen avait. Du courage, j'allais en trouver dans ma rage. Dans ma douleur transformée en détermination. Dans l'amour que j'avais eu pour mon fils et qui s'était mué en quelque chose de plus sombre, de plus puissant. Nous avons commencé à planifier. Sophie montrait un reportage sur les arnaques familiales. Elle contacterait plusieurs familles, dont la mienne. Elle demanderait à interviewer Maxime et Sylvie, sous prétexte de montrer le point de vue des aidants familiaux. Ils accepteraient, évidemment. Pour se donner bonne conscience. Pour se faire passer pour les victimes d'une mère difficile. Pendant ce temps, je jouerais le jeu. Je ferais semblant de décliner. Pas brutalement, juste assez pour inquiéter. J'oublierais des choses. Je me plaindrais de vertige. Je leur donnerais exactement ce qu'ils voulaient, une vieille dame sénile qui justifiait leur tentative de tutelle. Et au moment parfait, je simulerais une crise cardiaque. Sophie placerait des caméras cachées dans ma maison. Légalement, m'a-t-elle assuré. Avec mon accord écrit. Elle filmerait leur réaction quand ils me trouveraient inconsciente. Elle filmerait ce qu'ils diraient en me croyant morte. Et puis, une fois qu'ils se seraient trahis eux-mêmes, je me réveillerais. En direct. Devant toute la France. Octobre et novembre ont été des mois d'acting. Je mérite un César pour cette performance. À chaque visite, et il venait plus souvent maintenant parce qu'il sentait la fin approcher, je jouais la confusion. J'oubliais des noms. Je posais la même question plusieurs fois. Je laissais brûler une casserole. Une fois, j'ai même appelé Sylvie maman. Son regard de triomphe était écœurant. Maxime me regardait avec une pitié teintée de soulagement. C'était plus facile pour lui si je devenais folle. Ça justifiait son abandon. Ça légitimait sa trahison. Pauvre maman, elle perd la tête. Il le disait à tout le monde au village. Geneviève me l'a rapporté, scandalisée. Françoise, ton fils raconte que tu es sénile. Tout le monde le croit. Laisse-les croire, avais-je répondu. Bientôt, ils sauront la vérité. Geneviève était la seule dans la confidence. Elle m'aidait. Elle recevait Sophie chez elle pour les réunions de préparation. Elle surveillait les allées et venues de Maxime et Sylvie. Elle était ma complice, mon alliée dans cette guerre silencieuse. Mi-novembre, Sophie a interviewé Maxime et Sylvie. Je les regardais en différé sur son ordinateur portable. Ils étaient parfaits. Tellement parfaits que Jen avait la nausée. Sylvie avec ses larmes calculées, c'est si difficile de voir sa belle-mère décliner. On essaie de l'aider mais elle refuse tout. Maxime avec son air de fils dévoué, ma mère a toujours été forte. La voir devenir fragile, c'est déchirant. Mensonge. Tout n'était que mensonges enrobés de compassion factice. Sophie leur avait aussi demandé leur avis sur les personnes qui arnaquent les personnes âgées. Leur indignation était comique. C'est monstrueux, avait dit Sylvie. Comment peut-on profiter de quelqu'un de vulnérable? C'est immoral. Maxime avait renchéri, ces gens-là méritent la prison. Ils détruisent des vies. L'ironie était si forte que j'avais failli rire. Mais Sophie avait tout enregistré.
Chaque mot qui les condamnerait plus tard. La date fut fixée pour le 1er décembre. Une semaine avant que Noël ne commence à s'installer dans les esprits. Parfait timing médiatique, selon Sophie. Les gens sont émotionnels en cette période. Ils seront encore plus choqués. L'équipe technique est venue installer les caméras fin novembre. 6 caméras. Dans le salon, la chambre, la cuisine, le hall. Dissimulées dans des cadres, des livres, des plantes. Indétectables. Je vivais désormais dans un studio de télévision permanent. Le matin du 1er décembre, j'ai appelé Maxime. Ma voix tremblait. Ce n'était pas difficile, mon cœur battait si fort qu'il menaçait d'exploser. Maxime, je ne me sens pas bien. J'ai mal à la poitrine. Tu veux venir ? Sa réponse fut clinique. J'arrive dans 1 heure. Appelle le 15 si ça empire. Pas de inquiétude dans sa voix. Juste de l'agacement. Juste ce ton qui dit, encore un de tes caprices de vieille. Mais ils viendraient. Ils viendraient tous les deux. Parce que ma mort les arrangerait bien plus que ma survie. J'ai enfilé ma plus belle robe. La bleue que Henri aimait tant. J'ai mis du rouge à lèvres. J'ai coiffé mes cheveux blancs. Si je devais jouer mon propre cadavre, je serais un beau cadavre. Sophie et son équipe étaient cachées dans la chambre d'amis avec leur moniteur. Geneviève était chez elle, prête à servir de témoin si nécessaire. Tout était en place. La trappe était prête. Il ne restait plus qu'à les laisser tomber dedans. 53 minutes plus tard, j'ai entendu la voiture dans l'allée. Le bruit du gravier sous les pneus. Ce son familier qui autrefois m'apportait de la joie et qui maintenant me glaçait le sang. 2 portières qui claquent. Des pas qui se rapprochent. La clé dans la serrure. Ils avaient gardé leur clé. Évidemment. Pour pouvoir entrer quand ils voudraient après ma mort. Je me suis allongée sur mon lit. J'ai fermé les yeux. J'ai contrôlé ma respiration pour qu'elle soit imperceptible. J'ai laissé ma main pendre sur le côté dans une position qui suggérait l'abandon. Et j'ai attendu. Le cœur battant. Les oreilles à l'affût. Chaque seconde était une éternité. Maman ? La voix de Maxime montait l'escalier. Pas pressée. Presque ennuyée. Maman, où es-tu ? Je l'entendais chercher au rez-de-chaussée d'abord. La cuisine. Le salon. Et puis les pas dans l'escalier. Plus rapide maintenant. La porte de ma chambre qui s'ouvre. Le silence. Ce silence terrible qui précède la tempête. Oh mon Dieu. Ce n'était pas Maxime qui avait parlé. C'était Sylvie. Sa voix n'exprimait pas le chagrin. Pas l'horreur. Non. Ce que j'ai entendu dans sa voix, c'était quelque chose de bien plus sinistre. Du soulagement, de l'excitation à peine contenue. Maxime, viens voir. Je crois qu'elle est. Des pas précipités. Le silence encore. Et puis la phrase qui allait sceller leur destin. Enfin. Le mot était sorti de la bouche de mon fils. Enfin. Comme si ma mort était un événement attendu. Comme si j'étais un obstacle enfin supprimé. J'ai senti ma rage monter mais je me suis contrôlée. Pas encore. Patience. Laisse-les se pendre eux-mêmes. On devrait appeler les urgences, a dit Maxime. Mais son ton suggérait le contraire. Pourquoi ? A répondu Sylvie. Elle est clairement morte. Regarde-la. Et franchement, c'est mieux comme ça. Pour elle. Pour nous. Cette maison, on va enfin pouvoir la vendre. 700 000, tu te rends compte ? 700 000 euros. Il discutait de ma succession au-dessus de ce qu'il croyait être mon cadavre. Sylvie s'est approchée. J'ai senti sa présence. Son parfum. Ce parfum coûteux qu'elle portait grâce à l'argent qu'elle m'avait volé. Elle a touché mon bras. Froide. Oui, elle est partie. Pauvre vieille. Au moins, elle n'aura pas souffert. Le cynisme dans sa voix me donnait envie de vomir, mais je tenais bon. Tu crois qu'on peut commencer à vider la maison avant l'enterrement ? A demandé Maxime. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas crier.
Mon propre fils. Planifiant le pillage de ma maison avant même d'appeler le médecin pour constater mon décès. Doucement, a répondu Sylvie. On va d'abord appeler le notaire. S'assurer que tout est en ordre. Et puis on avisera. Ils sont redescendus. Je les entendais parler dans le salon. Calculer. Planifier. Leur voix montait parfois quand l'excitation prenait le dessus. La maison plus les comptes bancaires plus l'assurance vie. Ils comptaient mes sous pendant que j'étais supposée morte à l'étage. 20 minutes. J'ai chronométré. 20 minutes avant qu'ils n'appellent enfin les urgences. Mais ces 20 minutes, Sophie les avait filmées. Chaque seconde. Chaque mot. Chaque sourire. Chaque regard complice. Tout était enregistré. En haute définition. Avec un son parfait. Les caméras cachées avaient fait leur travail. Maintenant, c'était mon tour. J'ai entendu les sirènes au loin. L'ambulance arrivait. Les pompiers aussi probablement. C'était le moment. Sophie me l'avait dit. Attends que les professionnels arrivent. Ils seront témoins. Ce sera encore plus crédible. J'ai compté jusqu'à 100. Les sirènes étaient maintenant dans l'allée. Des portières qui claquent. Des voix professionnelles. Des pas rapides dans l'escalier. Madame ? Quelqu'un me secouait doucement l'épaule. Madame, vous m'entendez ? Un pompier. Je pouvais sentir son souffle. J'ai attendu. Il a placé ses doigts sur mon cou, cherchant mon pouls. Je l'ai laissé trouver. Faible, mais présent. Elle est vivante. Son cri a résonné dans toute la maison. J'ai ouvert les yeux. Lentement. Comme quelqu'un qui revient de loin. Le pompier me souriait. Vous nous avez fait peur, madame. Restez calme. On s'occupe de vous. Derrière lui, dans l'encadrement de la porte, j'ai vu Maxime et Sylvie. Leur visage. Oh, leur visage. La stupeur. L'horreur. La panique. Ils avaient compris. Pas tout. Pas encore le piège complet. Mais ils savaient que je les avais entendus. Maman, a bégayé Maxime. Tu vas bien ? Sa voix tremblait. J'ai souri. Un sourire faible, celui d'une survivante. Oui. Je vais très bien. Maintenant, le pompier me faisait boire de l'eau. Prenait ma tension. Normal, a-t-il dit. Madame, vous avez peut-être fait un malaise vagal. Mais vous n'avez pas eu de crise cardiaque. Votre cœur est solide. Solide. Oui. Mon cœur était solide. Assez solide pour survivre à la trahison de mon fils. Assez solide pour orchestrer ma revanche. Assez solide pour ce qui allait suivre. Sylvie s'était rapprochée. Son visage était un masque de préoccupation. Mais ses yeux. Ses yeux étaient ceux d'un animal pris au piège. Françoise, que s'est-il passé ? Pourquoi ne pas avoir appelé plus tôt ? J'ai attendu que les pompiers finissent leur examen. J'ai attendu qu'ils me déclarent hors de danger et repartent. J'ai attendu que Maxime et Sylvie soient seuls avec moi dans le salon. Et puis j'ai parlé. Ma voix était claire. Ferme. Sans trace de sénilité. Je vous ai entendu. J'ai tout entendu. Chaque mot. Chaque calcul. Chaque projet. Le silence. Un silence de mort ironique. Maxime a ouvert la bouche. L'a refermée. Comme un poisson hors de l'eau. Sylvie a essayé de sauver la mise. Françoise, tu étais inconsciente. Tu as mal compris. Tu as rêvé. Nous étions inquiets. Menteuse. Je ne rêvais pas. Et vous n'étiez pas inquiet. Vous étiez ravis. Ravis que je sois morte. Ravis de pouvoir enfin vendre cette maison. Maxime a tenté l'approche émotionnelle. Maman, tu ne vas pas bien. Tu imagines des choses. Laisse-nous t'aider. J'ai ri. Un rire sec, cassant. M'aider ? Comme tu m'as aidé en falsifiant des documents ? Comme tu m'as aidé en volant 80 000 € sur mes comptes ?
Comme tu m'as cédé en essayant de me faire passer pour folle? Leur visage. Je n'oublierai jamais leur visage à ce moment-là. La panique pure. Ils comprenaient. Je savais. Je savais tout. Mais ils ne savaient pas encore jusqu'où allait mon savoir. Ils ne savaient pas pour les caméras. Ils ne savaient pas que Sophie était cachée à l'étage avec son équipe. Ils ne savaient pas que dans quelques heures, tout le pays les verrait pour ce qu'il était vraiment. Comment tu sais? La voix de Sylvie n'était plus assurée. Elle était celle d'une criminelle prise en flagrant délit. J'ai toujours su. Depuis le début. J'ai juste joué votre jeu. La vieille dame sénile. La victime facile. Mais je ne suis pas victime. Je suis survivante. Et maintenant, vous allez payer. Qu'est-ce ce que tu vas faire? Sylvie essayait encore de paraître forte. Porteur plainte? Bonne chance. On a tous les documents. Toutes les procurations. Devant un tribunal, c'est ta parole contre la nôtre. Et devant un tribunal, qui croira une femme de 70 ans qui voit des complots partout? J'ai souri. Ce sourire que j'avais répété devant mon miroir. Ce sourire qui contenait tout le triomphe que je ressentais. Je ne vais pas porter plainte. C'est tellement ordinaire. Non. Je vais faire quelque chose de bien plus efficace. Je vais vous exposer. Devant tout le monde. Et le plus beau? C'est vous qui vous êtes exposé vous-même. Sophie est sortie de sa cachette à ce moment-là. Avec sa caméra. Avec son équipe. Maxime et Sylvie se sont figés. Leur visage passant de la confusion à l'horreur. Non, a murmuré Sylvie. Non, non, non. Si. Sophie Mercier, France 2. Bonjour. Vous venez de participer à un reportage sur les arnaques aux personnes âgées. Félicitations. Vous êtes les stars. La suite cesse de dérouler comme dans un rêve. Ou plutôt un cauchemar pour eux. Sophie a tout expliqué. Les caméras cachées. Les 20 minutes enregistrées. Leurs paroles. Leurs calculs. Leur joie devant mon supposé cadavre. Tout serait diffusé ce soir même lors du journal de 20 heures. En direct. Devant des millions de téléspectateurs. Maxime s'est effondré sur le canapé. Ses mains tremblaient. Sylvie essayait encore de se battre. Vous n'avez pas le droit. C'est illégal. On va vous attaquer en justice. Sophie a souri. Madame Moreau nous a donné son autorisation écrite. Chaque caméra a été placée légalement dans sa propre maison. Vous étiez prévenu dans le cadre de notre reportage que des caméras seraient utilisées. Vous avez signé les décharges. Tout est parfaitement légal. Et maintenant, le coup de grâce. Le secret. Celui que j'avais gardé pour la fin. J'ai regardé Sylvie droit dans les yeux. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose que les téléspectateurs doivent savoir. Quelque chose que même Maxime ignore. Sylvie, dis-lui. Dis à ton mari qui tu es vraiment. Elle est devenue blanche. Pas la pâleur de la surprise. La pâleur de quelqu'un dont le plus grand secret est sur le point d'être révélé. Maxime nous regardait tour à tour, perdu. Maman, de quoi tu parles? Sylvie, vas-tu lui dire où dois-je le faire? Mon ton était glacial. Implacable. Elle cherchait ses mots. Cherchait une échappatoire. Il n'y en avait pas. Très bien. Alors je vais te rafraîchir la mémoire. Sylvie Dubois, née le 14 mars 1983. Fille de Martine Dubois et de... Elle a fermé les yeux. Ne dis pas ça. Si. Fille de Henri Moreau. Mon défunt mari. Ton père biologique. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maxime nous regardait comme si nous parlions en langue étrangère. Quoi? Qu'est-ce ce que tu racontes? Tu délires complètement. Sophie filmait. Chaque réaction. Chaque mot. C'était du grand spectacle télévisuel. Et nous n'avions pas fini. Henri l'a su il y a 15 ans. Il a fait un test ADN après des soupçons. Ta mère, Sylvie,
était sa secrétaire dans les années 80. Ils ont eu une liaison. Tu es le résultat de cette liaison. Henri te versait une pension alimentaire anonyme depuis toujours. Mais quand il est tombé malade, il m'a tout dit. Il voulait mourir en paix. Et toi, tu le savais. Tu as toujours su. Sylvie était en larmes maintenant. Mais pas des larmes de tristesse. Des larmes de rage. De peur. De honte découverte. Oui, je savais. Je savais qu'il était mon père. Je savais que vous aviez tout et que je n'avais rien. Alors oui, j'ai séduit Maxime. Oui, je vous ai volé. C'était mon dû. Mon héritage. Cette maison aurait dû être à moi. Maxime s'était levé. Son visage. La compréhension horrible qui se dessinait. Tu es ma sœur? Demi-sœur. Nos enfants, ils sont. Il ne pouvait pas finir sa phrase. L'horreur était trop grande.